La question de l'agriculture en Afrique, c'est une question essentielle. J'en ai parlé longuement dans plusieurs interviews et je salue d'ailleurs Afrique Média parce que avec Agripan, elle produit une des rares grandes émissions africaines consacrées à ce sujet. L'Afrique est encore essentiellement un continent agricole et par ailleurs, c'est un continent qui connaît encore la famine, la malnutrition, la sous-alimentation, l'alimentation de basse qualité. Quand on connaît la richesse de l'Afrique, la possibilité d'avoir plusieurs récoltes par an sur des terres qui sont riches, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Il faut dire une première chose, c'est que cette question des terres agricoles de l'agriculture, elle a été au centre de la réflexion de tous les dirigeants africains qui ont voulu offrir une alternative à leur peuple. Muammar Kadhafi en Jamaïque libyenne, son projet de la grande rivière artificielle d'amener l'eau depuis les nappes phréatiques du Sahara jusqu'à la côte libyenne, elle visait à créer une grande zone agricole. Kadhafi, qui connaissait bien l'histoire de l'Afrique et l'histoire romaine de celle-ci, savait que du temps des Romains jusqu'au 7e siècle, l'Afrique du Nord était le grenier à blé de l'Empire romain. Il rêvait de revoir cela. Sankara aussi, qui avait fait de la distribution du terre, de l'autosuffisance agricole un grand combat. Et j'en parlerai dans ma conclusion. On a aujourd'hui le président Nkurunziza au Burundi, qui veut aussi cette autosuffisance alimentaire. Mais il faut constater quelque chose. L'Afrique a raté l'étape essentielle de l'agriculture au XXIe siècle, ce qu'on appelle l'agriculture industrielle. C'est quelque chose qui n'est pas compris et on est encore souvent sur des thématiques qui sont liées à la vieille question agraire alors qu'il s'agit de toute autre chose. Je vais parler du cas de la Belgique. La Belgique, elle a encore 3% d'agriculture. Mais ces 3% d'agriculteurs, ils gèrent des grandes fermes, ils gèrent des terres agricoles très étendues, l'entièreté de l'agriculture est mécanisée et cela permet à ces 3% d'agriculteurs non seulement de nourrir bien entendu toute la population belge avec une variété de nourriture qui fait rêver d'autres pays, notamment dans le domaine des produits dérivés du lait, le fromage, etc., mais aussi les viandes, mais aussi les céréales, mais les productions agricoles, mais les fruits. Et en plus de ça, la Belgique est une grande puissance d'exportation, d'industrie, bio, agricole. J'avais lu parfois dans une étude africaine qui n'avait pas compris ça, que la Belgique ne nourrissait plus sa population et que on en avait conclu que 3% d'agriculteurs, ça voulait dire qu'il n'y avait que 3% de terres agricoles. Il faut se déplacer dans la Belgique pour voir que partout sur l'étendue du territoire, il y a d'immenses terres agricoles, il y a d'immenses terres exploitées que l'on passe d'un bout à l'autre du pays. Il faut arrêter avec le discours, parce qu'il est faux, qui explique que l'Union européenne ne serait plus capable de nourrir sa population. Ça, ce sont des billevesées. L'Union européenne, c'est une immense puissance exportatrice agricole. Elle exporte notamment dans les pays de l'ex-bloc de l'Est, mais aussi, c'est ça le plus important, c'est même une puissance agricole qui produit trop. Chaque année, les agriculteurs reçoivent des subsides pour quelque chose d'épouvantable lorsqu'on le regarde d'Afrique où on connaît la famine. On détruit en Europe et les agriculteurs sont payés pour ça des centaines de milliers de litres de lait, des tonnes et des tonnes de beurre, de crème fraîche, etc. On détruit aussi une grande partie de la production des vergers, notamment dans le domaine des poires et des pommes. C'est la raison pour laquelle l'Europe a réussi sa révolution agricole. Elle est passée d'une population qui s'est tournée vers autre chose, qui est de plus en plus urbaine, et avec ses 2 ou 3% d'agriculteurs, elle assure absolument la production d'une grande puissance agricole et exportatrice. Cette industrie agricole, il faut l'établir en Afrique, il faut installer ces méthodes, elle est essentielle pour deux choses. D'une part, parce que c'est la seule façon
d'installer l'autonomie, l'autosuffisance alimentaire, mais aussi parce que ça dégagera de la population qui pourra se consacrer à l'industrialisation de l'Afrique. C'est cela qu'il faut constater. C'est pas moi qui dis ça. Ce sont toutes les études des pays africains qui ont compris l'enjeu. Je vais vous donner 2 exemples africains et un 3e exemple qui est la Russie. À Malabo, on a pris conscience de la nécessité de cette industrie agricole. On a tenu notamment en 2015 un colloque à Malabo sur l'émergence du pays. L'émergence du pays, c'est la pluri-industrie, industrie du pétrole actuel, industrie pétrochimique, industrie touristique, industrie de la forêt. Mais le 5e pilier, c'est précisément l'industrie agricole qui doit apporter l'autosuffisance alimentaire aux populations équato-guinéennes. Là aussi, le président Obiang-Némam Massogo, c'est un visionnaire qui regarde de loin, à plus de 20 ans, dans l'avenir de l'Afrique. 2e pays, c'est le Burundi de Nkurunziza. Petit pays agressé, où les Occidentaux ont tout tenté, la révolution de couleur, le coup d'État pro-occidental, le terrorisme grâce aux voisins rwandais, etc., etc. Le président Nkurunziza a compris qu'un pays qu'on pouvait sanctionner, frapper, mettre sous blocus, il devait être autonome alimentairement. Lorsque j'ai visité le Burundi au printemps 2016, on m'a fait visiter tout le pays, j'ai été fasciné par les grandes fermes agricoles burundiennes, notamment celle du président Nkurunziza lui-même. Vous noterez que Nkurunziza, comme Obiang-Némam Massogo ou comme Idriss Déby, non, ce sont de grands fermiers avec de grandes fermes agricoles. Eux ont compris le problème. Au Burundi, on pratique sur des terres extrêmement riches, extrêmement disposant d'une pluviosité idéale. On n'est pas encore dans la forêt tropicale, mais on est déjà dans un climat privilégié. On pratique au rythme de plusieurs récoltes par an, une agriculture intensive. On voit des parcelles de terre sans interruption. Vous passez du manioc à la banane plantain, de la banane plantain à la tomate, des tomates aux bananes normales, aux fruits, aux autres productions. Tout cela a conduit que le Burundi de Nkurunziza aujourd'hui, il connaît l'autosuffisance alimentaire. Le 3e exemple, c'est la Russie. La Russie, lorsqu'elle a réuni la Crimée, qui historiquement est russe, à la Fédération de Russie au printemps 2014, elle a été frappée d'un programme de sanctions et d'embargo, et elle a répondu par des contre-sanctions. Elle a notamment bloqué les produits agricoles de l'Union européenne qui s'étaient fait le bras armé de Washington et qui menaçaient Moscou. Fini pour les fermiers belges d'exporter leurs poires et leurs pommes, fini pour les Français d'exporter leur fromage. Il y a eu une pénurie, évidemment. La Russie, elle en a tiré des conclusions, elle a mis un plan d'autosuffisance. On a commencé à produire, par exemple, des fromages français qu'on ne produisait pas en Russie du même type. On a installé d'immenses vergers. Le but, il est très simple, c'est l'autosuffisance alimentaire et dans certains domaines, la Russie l'a déjà atteint, mais surtout, c'est les sanctionneurs devant être les payeurs, c'est qu'on n'exporte plus dans le futur ces produits qu'on exportait dans le passé en provenance de l'Union européenne. C'est une catastrophe économique dont la suggestion de Bruxelles à Washington est la seule coupable. Les Russes utilisent pour leur développement économique, et ça suppose aussi la finance, l'agriculture, etc., ils ont remis en place le plan qui existait du temps des soviétiques. L'économie russe, elle fonctionne avec un plan de 5 ans, et elle est une économie non plus, on ne parle plus aujourd'hui de communisme, de socialisme, mais pas non plus de capitalisme ou autre. C'est une économie de marché libre, mais comme ce qui se passe en Chine, c'est qu'une économie qui est sous la direction de l'État. On appelle cela une économie dirigée. Ce qui se passe à Malabo, ce qui se passe à Bujumbura, ce qui se passe à Moscou, ça montre la voie que doit suivre évidemment l'Afrique. Malheureusement, je suis depuis des années les sommets de l'Union africaine.
je n'ai jamais vu cette thématique débattue.